organisé le séminaire et qu'on a dit son nom, mais c'était une évidence pour nous, même si Bruno Falissard n'est pas un spécialiste de la psychiatrie du sujet âgé. Voilà, je le dis. Et je le souligne. En revanche, c'est vrai qu'il y a une réflexion autour de ce qu'est la psychiatrie d'une manière générale, l'épidémiologie, des statistiques aussi, et puis plus largement que ça, la psychopathologie, et je pense que c'est un peu là-dessus que nous, on venait vous chercher. Et ben voilà, merci. Il n'y a plus qu'à. Merci encore. Non, merci à vous. Merci à vous parce que... Non, je suis pédopsychiatre, c'est pour ça qu'il dit que j'ai aucune compétence en psychiatrie. J'ai dit que j'étais pas spécialiste. Non, mais c'est la réalité. Je crois que je n'ai jamais vu un patient très âgé. Et alors que, vous savez, on dit toujours que la question du développement se pose au debout de l'âge de la vie. Et d'ailleurs, dans notre labo, je dirige un centre de recherche de l'INSERM, c'est ça mon activité professionnelle principale, même si j'ai toujours une petite activité clinique. Le Mario Speranza monte un projet à partir de 2020, un projet de psychiatrie du développement, une équipe INSERM de psychiatrie du développement, où dedans il y a du sujet âgé. Alors, c'était aussi parce que ça lui permettait d'associer des collègues où il avait un devoir institutionnel de les accueillir. Mais en fait, je trouve que l'idée n'est pas mauvaise. En fait, je ne me suis jamais posé la question de la question du sujet âgé. Régulièrement, je vais chez Frédéric Limousin, qui travaille beaucoup comme universitaire sur la psychiatrie du sujet âgé. Donc du coup, ça a été, sur le coup, je me suis dit, sujet âgé... Et en fait, c'est un vrai sujet stimulant. Bon, et puis au-delà bien sûr du fait que c'est un sujet de santé publique évident, voilà, tout le monde dit que ces problèmes, tous les médecins disent que leur sujet est un sujet de santé publique, hein. Même les gens qui font des maladies orphelines, c'est vrai, hein, ils disent que tout le monde a une maladie orpheline, donc du coup, c'est enfin. Mais là, la psychiatrie du sujet âgé est un problème de santé publique. Là, on ne peut pas dire le contraire, c'est une évidence. Du coup, j'ai quand même fait une petite revue de la littérature de l'épidémiologie du sujet âgé, de la psychiatrie du sujet âgé, puisque c'était ce qui était demandé. Et on va retrouver beaucoup de choses en commun avec l'épidémiologie de la psychiatrie infanto-juvénile. Le premier résultat étant qu'il y a peu de données. Il y a peu de données... Pourquoi? Parce que, en fait, comme en pédopsychiatrie, l'épidémiologie entre 0 et 3 ans n'est pas la même qu'entre 3 ans et 6 ans, n'est pas la même qu'entre 6 ans et 12 ans, n'est pas la même qu'entre 13 ans et 18 ans. Et puis, en fait, chez le sujet âgé, c'est un peu pareil. Il commence à faire des études à partir de la retraite, qui est on va le voir, qui est une véritable étape développementale en fait dans la vie du sujet humain, puisque autour du départ à la retraite, en général, il y a en même temps les enfants qui quittent le foyer et des réaménagements du couple qui font que c'est un moment fort dans la vie de l'être humain. Et donc à partir de la retraite, donc, il y a des interrogations épidémiologiques particulières, et puis bien entendu, jusqu'à 65 ans, c'est quand même pas pareil que de 65 ans à 85 ans, et au-delà de 85 ans, c'est vrai que c'est pas pareil non plus. Donc du coup, vous imaginez, techniquement pour un épidémiologiste, c'est compliqué parce que il faudrait faire des études par tranche d'âge. Donc ça coûte très cher. Et donc il y en a peu. Et donc on mélange, et au bout du compte, on ne sait pas trop quoi dire. Voilà, donc il y a peu d'études. Que disent les études? Alors, ce qui frappe, et on va y revenir longuement parce que c'est aussi un vrai sujet, le premier item qui est étudié dans l'épidémiologie du sujet âgé, en fait, c'est la démence. Or, est-ce que les démences sont des troubles psychiatriques? Alors, elles sont dans le DSM, mais en France au moins, en principe, on s'en occupe pas. Donc, en principe. Donc, et ça, c'est à peu près la moitié des articles d'épidémiologie psychiatrique du sujet âgé. La moitié, c'est consacré aux démences. Alors après, il y a des prévalences. Donc, c'est-à-dire combien de sujets âgés ont des troubles mentaux. Et alors on trouve des nombres terribles, on trouve 30%, c'est ce qu'ils disent. Et alors là, on va commencer par s'arrêter tout de suite, parce que ces nombres sont ininterprétables. Et c'est pas propre à l'épidémiologie psychiatrique du sujet âgé, c'est en fait l'épidémiologie psychiatrique en général, mais même les prévalences des maladies en général.
qui sont ininterprétables. Alors bien sûr, il y a des exceptions. Prévalence du VIH, bon, ben voilà, on tire au sort des gens, on fait des dosages sanguins. Si vous êtes séropositif, eh ben, globalement, si vous n'êtes pas soigné, vous allez développer une maladie. Donc vous voyez, vous avez... Après, prévalence du cancer du sein. Alors, vous pourriez me dire, c'est pareil, quoi. Il y a la maladie, on la soigne, etc. On peut compter. Ben, c'est plus compliqué que ça. Vous savez, hein, depuis qu'on fait des mammographies, on se rend compte que il y a un nombre non négligeable de femmes avec des petites tumeurs, mais qui sont macroscopiques, qu'on voit à la mammographie, qu'on palpe, qui régressent spontanément. Donc, est-ce qu'on doit les compter? Vous voyez dans quelle mesure? Bon, et puis c'est pareil pour le cancer du col. Il y a une zone floue. Il y a des frottis qui sont douteux. Et donc, est-ce qu'on les compte? Et en fait, et le cancer du côlon, aussi, il y a des formes intermédiaires. Donc, vous voyez déjà, le cancer, c'est quand même carré, mais c'est pas complètement carré. Et puis alors, toutes les autres maladies... l'arthrose du genou, l'acné, la myopie, etc., c'est impossible à dire. Quelle est la prévalence de la myopie? On peut avoir la prévalence des gens qui ont des lunettes, parce que ça, on demande aux gens, et puis voilà. Mais il y a plein de gens myopes, moi le premier, qui ne mettent pas de lunettes, parce que, voilà, c'est... La vie est assez agréable quand on est myope et qu'on ne met pas de lunettes, parce que ça protège de... Pour conduire, c'est pas forcément idéal. Mais donc la myopie, mais vous voyez, l'acné, par exemple, hein, on n'imagine pas, mais en fait, on pourrait interroger qui a eu 5 ou 10 boutons d'acné à un moment donné dans sa vie. Bon, c'est largement plus de 50% de la population. Donc ça veut rien dire, quoi, si vous voulez. Hein. Ça fait partie de ces maladies qui font partie de la vie, quoi. Mais il y a des formes d'acné, un conglobata, des trucs qu'en fait, souvent on n'a pas vu. Et si vous tapez sur Google acné sévère, vous avez maintenant des images qui sont à couper le souffle. Hein. La vie est quasiment impossible. Hein. Et en plus, on garde les traces toute la vie. Et donc, du coup, l'acné devient une maladie sévère. Et si je vous prends cet exemple, c'est que ça pose des problèmes cliniques majeurs, parce que dans l'acné, il y a un médicament qui s'appelle le Roaccutane, qui pose des problèmes énormes chez les jeunes filles à cause des grossesses, et en général parce qu'il a des effets indésirables psychiatriques. Et même, il a été accusé de risque de sursuicidalité. Et donc vous avez beaucoup de gens qui disent, et dans les médias et tout, mais c'est un scandale, on donne des médicaments, ça bousille nos enfants, ils se suicident, etc. Où va-t-on pour quelques boutons, vous voyez? Et en fait, non, ils n'ont rien compris. Vous voyez, ils voient l'acné comme les acnées prévalentes, c'est-à-dire qu'on voit dans les collèges. Enfin, et vous voyez déjà, en fait, les problèmes, c'est les mêmes problèmes qu'on a nous. Hein, on dit... Les gens sont déprimés, c'est un scandale, on les bourre de médicaments, voire d'antipsychotiques, et alors, où va-t-on, la société? Ben oui, mais les gens ne voient pas les dépressions sévères. Les gens les gens ne savent même pas que ça existe, hein, y compris les politiques. Hein. Ils ne voient pas. Moi, la personne que j'ai vue souffrir le plus, c'était un jeune homme qui avait une mélancolie anxieuse. Oh, c'était inimaginable le niveau de souffrance. Et là aussi, c'est quelque chose que les gens ne savent pas, c'est que l'anxiété fait souffrir énormément, alors que ça fait sourire, quoi. Ils sont anxieux, oui. Ils sont anxieux, ils ont qu'à être cool, quoi. Enfin, non, mais c'est parce qu'on est tous plus ou moins anxieux. Vous voyez, à un moment donné, on a tous plus ou moins peur. Et donc là, du coup, comment faire en épidémiologie? Vous voyez, comment faire pour compter les vraies maladies psychiatriques? De la même façon que comment compter les vrais acnés? Comment compter? Et là, on ne sait pas. On ne sait pas. Alors, vous savez qu'il y a des instruments standardisés qui sont calés sur le DSM.
qui marche pas trop mal. Donc on pose des questions. Dans les 6 derniers mois, est-ce qu'il y a eu une période de 2-3 semaines pendant laquelle vous étiez très malheureux, vous n'aviez plus goût à la vie, vous voyez, on voit où on va. Et c'était suffisamment important pour que vous ayez des difficultés pour aller au travail, etc. Vous voyez, ça fait sens. Ça fait sens. Mais si vous regardez dans le détail, en fait, on connaît tous autour de nous des gens qui ont eu des moments dépressifs authentiques et qui, en fait, ça a duré quelques mois et ils ont voulu ne pas consulter. Alors, ils n'avaient pas conscience qu'ils allaient mal, peut-être, mais peut-être qu'aussi ils avaient envie de gérer ça tout seuls, quoi. Et alors là, je sais que chez les collègues psychiatres, on n'est pas tous d'accord. Il y a des gens qui disent, ben ils sont déprimés, mais ils ne le savent pas, et voilà, mais ils sont déprimés. Alors qu'on peut dire, on est déprimé si on se reconnaît comme étant suffisamment mal pour demander de l'aide. Vous voyez, on a le droit dans la vie d'aller mal et de décider de le gérer seul, c'est-à-dire de ne pas se reconnaître comme un malade. Et moi je trouve c'est important. Alors on va dire, ah oui, mais parfois ils ne se rendent pas compte qu'ils sont dans le déni d'eux, ce qui est vrai, voilà. Mais il n'empêche que parfois non. Parfois, voilà. Donc du coup, vous imaginez cette marge-là, elle est très très compliquée à gérer, quoi. Et or, numériquement, elle n'est pas petite, puisque la dépression, plus le phénotype est sévère, moins il y a de sujets. Et donc la marge des gens entre deux, en fait, elle est énorme. Il y a plein de gens qui font des états dépressifs subsyndromiques, quoi. Il y en a plein. Et donc du coup, les prévalences de dépression dans les études épidémiologiques changent du simple au décuple. Et donc, voilà, ça veut rien dire. Voilà, la prévalence de la dépression ne veut rien dire. Ça veut rien dire. Alors on a du mal à faire comprendre ça aux hommes politiques et aux décideurs de santé publique parce que pour organiser un système de soins, en principe, il faut des prévalences. Oui, le nombre de lits, le volume de médicaments, le nombre de lits dépend du nombre de malades. Mais ça, c'est une pensée de maladies infectieuses. En fait, et de cancer un peu. Mais en fait, la rhumatologie, vous voyez, les arthroses du genou, à partir de 40 ans, la moitié de la population a des signes cliniques et radiologiques d'arthrose du genou. Voilà. Mais vous voyez, qu'est-ce qu'on fait de ça? On n'en fait rien. Mais même le cancer, la prévalence du cancer de la prostate, en gros, est égale à l'âge. C'est-à-dire 20% à 20 ans, 40% à 40 ans, 60% à 60 ans. Ça a été fait sur des autopsies, des biopsies sur des cadavres. Et donc voilà, et qu'est-ce qu'on en fait? Du coup, vous savez qu'on ne dépiste plus le cancer de la prostate avec les PSA parce que on fait des bêtises énormes. Donc, tout ça pour vous dire que qu'il faut accepter que ce 30% ne veut rien dire. Voilà. 30% ça veut rien dire. Et qu'en fait, il nous reste à construire une épidémiologie cliniquement pertinente. Alors en psychiatrie, on a quand même des pans. La prévalence de la schizophrénie tient à peu près la route, parce que vous voyez, l'entre-deux existe, on est bien d'accord, il y a des sujets qui sont, on appelait ça personnalité schizotypique un peu avant, je ne sais pas si ça existe toujours, mais il y a des gens qui sont entre deux, mais il n'y en a pas tant que ça. Il n'y en a pas tant que ça. Alors, mais c'est pas pour ça que l'épidémiologie sert à rien, parce que, en fait, les instruments mesurent quand même quelque chose qui veut dire un peu quelque chose, et du coup, après, on peut comparer les groupes. Vous voyez, les pauvres, les riches, les femmes, les hommes, ceux qui ont eu un trauma dans l'enfance, ceux qui n'en ont pas eu, vous voyez, ça marche quand même, quoi. Mais les prévalences ne marchent pas. Il y a quoi voir récemment, l'autisme, vous avez vu, les prévalences d'autisme, ça ne veut plus rien dire, ça a changé complètement. Donc les prévalences, ça ne veut rien dire.
Alors, après la démence, dans les papiers, il y a la dépression. C'est normal, la dépression du sujet âgé, c'est un vrai sujet. Et là, ils disent que, là aussi, ils disent qu'ils sont très embêtés. Et on rentre dans des choses qui sont intéressantes. C'est que il y a une intrication entre des symptômes de la dépression et des symptômes qui viennent de pathologies somatiques. C'est une évidence, ça aussi. D'autant plus que, comme vous le savez aussi, les pathologies somatiques du sujet âgé, c'est plus compliqué que chez le sujet adulte. Quoi. Les tableaux cliniques sont, les gériatres le disent bien, les tableaux cliniques se dissolvent un peu, la sémiologie est beaucoup moins carrée, et les signes sont beaucoup moins spécifiques. Et donc, du coup, tout ce qui est anédonie, ralentissement, etc., est-ce que c'est de la dépression ou est-ce que c'est un symptôme dépressif? Alors déjà, cliniquement, c'est un vrai challenge, mais vous imaginez quand c'est des questionnaires, ça marche très mal, quoi. Et là, nous, on retrouve la même chose avec la pédopsychiatrie. C'est la dépression de l'enfant, c'est très difficile cliniquement, d'autant plus que c'est labile. Parce que on n'imagine pas... en psychiatrie de l'adulte, il m'est déjà arrivé, on consulte le mercredi en pédopsychiatrie, d'avoir le mercredi un enfant déprimé, mais un tableau d'adulte, avec des antécédents familiaux, avec des attaques de panique, avec une anédonie, une dépression, une tristesse, des idées de mort à 9 ans, enfin, voilà. Donc on décide de l'hospitaliser vite, il arrive le lundi, l'interne le voit, il est asymptomatique, complètement. C'est rare en psychiatrie pour adultes que la symptomatologie change en 3 jours d'un état dépressif d'intensité sévère à un tableau asymptomatique, à tel point que l'interne téléphone, non mais ton patient il va bien et tout. Et donc du coup, vous imaginez dans les enquêtes comment on fait pour interroger. Donc du coup, les gens disent dans les études que est-ce qu'on surestime, est-ce qu'on sous-estime la prévalence de la dépression chez le sujet âgé. Mais en fait, c'est pas grave, puisque de toute façon, le nombre, la prévalence, elle ne veut pas dire grand-chose. Alors un truc intéressant que j'ai vu, c'est les symptômes psychotiques. C'est intéressant. Dans le temps, les gens se sont intéressés à la prévalence des symptômes psychotiques, notamment avec des thématiques de persécution. Et il y a des études qui vont jusqu'à 10%. Et c'est pas, je pense que ça fait sens. Dans la vie de tous les jours, on voit quand même beaucoup de personnes âgées. Alors on va dire elles sont chiantes, mais en fait, si on fait attention, si on gratte, quoi, parce que quelqu'un qui est persécuté, enfin, il n'est pas agréable à vivre, quoi. Donc, et donc du coup, on dit ah ben oui, ils sont chiants, mais en fait, d'ailleurs, beaucoup de médecins généralistes disent ça. Ils disent oh là, mais alors, en fait, ils sont très désagréables, mais en fait, peut-être que derrière ces tableaux de personnes âgées désagréables, jamais contentes, etc., peut-être qu'en fait, il y a une petite symptomatologie psychotique, et alors pas une psychose avérée, quoi, mais et je pense que ça c'est un vrai sujet, parce que si on disait aux médecins, vous savez, en fait, vous les voyez comme des gens désagréables, mais en réalité, c'est une symptomatologie, vous voyez, on organise la relation médecin-malade différemment, quoi. On ne le prend pas pour soi, quoi. Parce que beaucoup de collègues le prennent pour eux. D'ailleurs, ils disent en ont marre, pas de reconnaissance, etc. Ben non, s'il est persécuté, c'est normal qu'il ne soit pas reconnaissant. Donc voilà, donc c'est un vrai sujet. Alors, et puis le suicide, bien sûr, qui est un vrai sujet. Où là on a des données plus fiables parce que le suicide se mesure quand même s'il y a des marges, il y a une marge d'incertitude sur le suicide. Il y a plein de suicides qui sont masqués, enfin il n'y en a pas tant que ça. Et vous savez que le pic de suicide est au moment du départ à la retraite. Il y a 2 pics de suicide, un chez le jeune adulte
mais qui est en dessous de l'âge du départ à la retraite. L'humain se suicide le plus au moment du départ à la retraite. Et après, ça diminue. Et peut-être que ça réaugmenterait chez le très très âgé. Mais c'est pas sûr. Et c'est pas pareil chez l'homme et chez la femme. Voilà. Alors, après, il y a l'alcoolisme, les addictions, qui est un vrai sujet. Et là, avec une chose, moi, que je ne savais pas, mais qui fait sens aussi, c'est que l'alcoolisme a tendance à diminuer avec l'âge. Ce qui allait pas de soi. Parce qu'on peut dire qu'il s'ennuie, voilà, et on aurait pu imaginer. Puis, vous savez, la quantité d'alcool consommée en France a diminué de façon vertigineuse dans les 50 dernières années. Hein. Et donc, les sujets âgés d'aujourd'hui, leur habitus d'alcoolisation est ceux des années 70 où on consommait beaucoup. Donc, on aurait pu dire que s'ils s'ennuient et qu'ils consommaient beaucoup avant, ils continuent. Ben non, ça a tendance à. Globalement, il y a moins de problèmes d'addiction à l'alcool chez le sujet très âgé. Et bien sûr, on ne le réalise pas, mais pour nous c'est une évidence, le principal problème d'addiction chez le sujet âgé, c'est les addictions aux psychotropes. On n'y pense pas forcément, mais alors là, bien sûr, les addictions aux benzodiazépines sont un problème complètement massif et cliniquement super compliqué. Moi, je connais plein de collègues généralistes où sont contactés par les médecins de la sécurité sociale qui leur disent vous avez tant de sujets âgés qui prennent des benzodiazépines, il faut arrêter. Et leur dit bah écoutez, venez, expliquez-moi comment je fais. En principe, c'est facile, mais alors les troubles anxieux, oui, j'ai trouvé des papiers qui disent que les troubles anxieux sont sous-évalués dans la population gériatrique, sont sous-recherchés, quoi. Il y a une espèce de tâche aveugle. Et vous savez que, en fait, c'est vraiment c'est la malédiction des troubles anxieux depuis le début. Les troubles anxieux ont toujours été sous-estimés à la fois dans la société et même par les psychiatres. Les jeunes qui sont ici n'imaginent pas qu'il y a 20 ou 30 ans, on ne savait pas que les patients anxieux se suicidaient à peu près comme les patients déprimés. On n'imaginait pas que les troubles anxieux se suicident. Et ça a été un papier de, je crois, Myrna Weissman dans les années 80-90, hein, qui a montré que les paniqueurs, en fait, le risque ratio associé au suicide chez les paniqueurs est à 10. C'est monstrueux, quoi. Monstrueux. Et ça a été une prise de conscience considérable chez les psychiatres. Chez les psychiatres. Et ben, chez les sujets âgés, les gens pensent que c'est sous-étudié. Et puis il y a un dernier sujet qui interpelle, c'est les troubles somatoformes. Où en fait, si on prend la définition du trouble somatoforme selon le DSM, il y en a peu. Mais si on prend certains symptômes de troubles somatoformes, il y en a beaucoup. Et c'est là qu'on commence à rentrer dans la complexité, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'auteurs qui disent que le DSM n'est pas adapté au sujet âgé. Et là, on retrouve la pédopsychiatrie. C'est que le DSM... alors, il y a des troubles spécifiques à l'enfant et à l'adolescent dans le DSM. Mais, et puis il y a même un DSM spécifique sur le tout petit, qui était indispensable. Mais pas tant que ça. Vous voyez, il y a une volonté d'homogénéisation syndromique, quoi, à travers les âges. Et sûrement que c'est excessif. Alors bon, c'est-à-dire qu'ils ont été obligés de trouver un compromis entre quelque chose qui est quand même un peu simple pour que ça soit utilisable, et puis un peu cliniquement pertinent. Mais je pense quand même que ce sont des psychiatres pour adultes standards qui font le DSM, quoi, et ils doivent manquer de culture des extrémités des âges. Et je pense clairement
de ce qu'on entend des psychiatres spécialisés en gériatrie, ça va pas, ça va pas. D'ailleurs, vous savez qu'il y a des échelles, les échelles de mesure de la dépression, il y en a qui sont spécialisées sur le sujet âgé. Donc voilà le tour d'horizon de ce que disent les papiers. Alors, du coup, les questions qu'on peut, les questions que ça pose. Moi, je vois trois questions. La première, ça va être la question du diagnostic psychiatrique. C'est-à-dire que le sujet âgé, ben, on voit démence, dépression, troubles somatoformes, et le fait de dire, est-ce que... ben, alors oui, c'est une personne âgée, elle a mal partout, elle se plaint, elle ne fait plus grand-chose, mais est-ce que c'est un diagnostic psychiatrique ou est-ce que c'est juste la vie? Donc du coup, ça repose la question de à partir de quand doit-on dire qu'il y a un diagnostic psychiatrique? Alors le deuxième point, c'est ben, dans les papiers, le premier diagnostic psychiatrique étudié, c'est la démence. Mais est-ce que les démences sont un diagnostic psychiatrique? Et le troisième point, c'est lié, je pense, autour des représentations sociales du sujet âgé, que l'on trouve, nous aussi, en pédopsychiatrie. En pédopsychiatrie, on a une antipsychiatrie très forte parce que beaucoup de gens ont comme représentation qu'un enfant ne peut pas avoir de troubles psychiatriques. Vous voyez, l'enfant est pur, il est heureux, et en fait, si on s'occupe bien de lui, enfin la psychiatrie, c'est le poids de l'existence qu'on porte sur les épaules, et les petits-enfants n'ont pas ça. Donc, du coup, la pédopsychiatrie, c'est une création des pédopsychiatres. Il y a plein de gens qui pensent ça. Le secrétaire d'État au handicap a fait son coming out. Et je pense que d'une certaine façon, chez le sujet âgé, il doit y avoir un peu la même chose, mais pas exactement de la même façon, mais il doit y avoir un peu la même chose. Alors, donc, prenons cette première question, la question du diagnostic psychiatrique. Finalement, qu'est-ce que c'est? Alors, donc, normalement, on diagnostique des maladies, et en fait, quand on fait la revue de la littérature sur la définition d'une maladie, eh bien, il n'y a pas de consensus international sur la question. Et c'est même plus que ça, c'est qu'il y a une ambiguïté. Alors, parce que vous savez, dans la plupart des dictionnaires médicaux, même des sociétés savantes, le diagnostic, c'est un syndrome qui a une valeur pronostique et thérapeutique et qui est étayé par une étiologie. C'est ce qu'on apprend à l'école. Mais, avec ça, la leucémie aiguë myéloblastique n'est pas une maladie. Parce qu'en fait, il n'y a pas d'étiologie. Or, c'est dur de dire que la leucémie aiguë myéloblastique n'est pas une maladie. Et d'ailleurs, c'est drôle. Pourquoi à ce moment-là, on ne dit pas que c'est un syndrome, hein? Et vous voyez, là, là, il y a eu un vrai truc sociologique, c'est que dans le DSM, et d'ailleurs même dans la communauté psychiatrique, on a beaucoup de mal à dire qu'il y a des maladies psychiatriques. On dit c'est un trouble, voilà. On dit ben c'est pas une maladie parce qu'il n'y a pas d'étiologie. Ben oui, mais dans la leucémie, il n'y a pas d'étiologie. Et puis en fait aujourd'hui, dans la plupart des maladies psychiatriques, on a des étiologies qui ne sont pas complètement satisfaisantes. Mais quelle est l'étiologie du psoriasis aussi? Bon, il y a de vagues idées, mais est-ce qu'on en sait vraiment plus que l'étiologie de la dépression? Oui, l'étiologie de la dépression. On a quand même quelques bricoles neurobiologiques, hein, sérotonine, dopamine, bon, bah, il y a même des gènes, hein, il y a une vulnérabilité génétique, donc il y a quand même quelques datas, quoi. Et puis, quand on a été maltraité dans l'enfance, c'est un facteur de risque de dépression, oui, on a quand même de la biologie, de l'environnement, en fait, ils font pas mieux que nous, hein, la plupart des maladies font pas mieux que nous. Donc, en principe, on devrait dire qu'on a des maladies. Mais on s'empêche de le dire. Et là, moi, je trouve que c'est
C'est un vrai problème, parce que comme on ne dit pas que c'est des maladies, eh ben, du coup, beaucoup de gens considèrent que c'est pas de la médecine. Et donc là, moi je pense qu'il faudrait qu'on voit notre ambivalence par rapport... alors je sais que pour en parler avec des collègues psychanalystes, ils disent « Ah mais non, mais les maladies, nous c'est pas pareil. Ben d'accord. D'accord, mais on a quand même des maladies. Voilà, c'est des maladies, enfin même, c'est une réalité sociologique. C'est des maladies. S'il y a des définitions, c'est des maladies. Après, ces maladies résonnent avec un sujet pensant, et donc voilà, les résonances vont au-delà de la maladie. D'accord? Mais on doit appeler ça des maladies. Alors, quand je dis ça, c'est à la fois en pédopsie, vous voyez, les gens ont du mal à dire que c'est des maladies, il faut le dire. Mais chez le sujet âgé, du coup, c'est pareil aussi. Il faut dire que ce sont des maladies psychiatriques. Il ne faut pas dire, ah mais non, mais c'est juste, voilà quoi. Alors, ce qui est intéressant, c'est que là où il y a, dans la littérature, à propos de maladies, on voit qu'il y a des gens qui ont été coincés avec la leucémie. Et donc ils disent, il faut qu'il y ait une étiologie ou une lésion. Et donc dans la leucémie, il y a une lésion, même si ce n'est pas une lésion, un os cassé, c'est des myéloblastes, enfin des trucs, des globules blancs, quoi, qui ont changé, quoi. Et donc on a la lésion. Mais alors, vous voyez tout de suite que... alors, cette définition est minoritaire. Hein. On la trouve dans quelques manuels anglophones. On n'a pas ça dans les dictionnaires médicaux francophones. Mais vous voyez, à ce moment-là, ça interdit de fait quasiment la maladie psychiatrique. Puisque si la maladie psychiatrique, c'est la maladie du sujet en tant que sujet pensant, ben, si on lui impose d'avoir une lésion, alors du coup, ça devient une maladie neurologique, quelque part. Donc là, on peut quand même dire que cette définition de la lésion pose un problème. Mais heureusement, elle est minoritaire. Donc, premier point, il y a les maladies. Alors après, ces diagnostics, comment ils sont faits? Alors, c'est des syndromes. Donc, c'est une association de symptômes statistiquement associés. Et donc, alors, comment ça s'est passé historiquement? Eh bien, cliniquement, en fait, quand un médecin voit des centaines et des milliers de patients, eh bien, il voit des régularités dans l'expression phénotypique de ces patients. Et donc, c'est ce qu'on voit dans les textes d'Hippocrate. Hein, il dit, voilà. Alors d'ailleurs, c'est intéressant. Hippocrate ne décrit pas vraiment des tableaux syndromiques. Il décrit des patients prototypiques. Et d'ailleurs, on ne le sait pas aujourd'hui, mais pendant un temps, et ça existe, il y a toujours des papiers dans l'American Journal of Psychiatry de gens qui proposent, qui disent qu'on pourrait avoir des nosographies alternatives où au lieu d'avoir, comme dans le DSM, des tableaux syndromiques, on aurait des descriptions de patients prototypiques. C'est pas idiot, hein. On aurait quel est le prototype du schizophrène, de l'anorexique, du déprimé, et c'est une histoire, quoi. On décrirait un sujet, et on dirait, quand vous avez quelqu'un qui ressemble à ça, alors il a ce diagnostic. Et donc c'est ce que fait Hippocrate. Vous pouvez aller voir la définition de la dépression, il appelle ça la mélancolie par Hippocrate. C'est très beau, c'est un tableau d'état dépressif avec une forte composante somatique. Puisque il a l'impression qu'il a des épines dans le diaphragme, enfin des trucs comme ça, mais quand on lit, et c'est très anxieux, il y a une coloration anxieuse très forte. Mais on sait bien que le trouble dépressif, beaucoup d'anxiété, hein, Donc Hippocrate a vu qu'il y avait des gens qui étaient comme ça. Et d'ailleurs, quand, vous savez, on dit souvent qu'il y a des tableaux cliniques, parce qu'en fait,
quand on regarde un patient, c'est un peu comme quand on regarde un tableau, on essaie de deviner quelle est l'école de peinture ou quel est le peintre qui a peint le tableau. Vous voyez, on est là, tiens, ça me fait penser à un Picasso, un Delacroix, et puis on regarde, ben, tu vois, là, il y a le fumato, je sais pas comment ça s'appelle, ça, etc. Et puis voilà, ben, ça c'est un symptôme, oui, c'est un signe ou un symptôme. Et puis l'impression globale du tableau, enfin, et on va dire, ah ben tiens, c'est telle école, c'est impressionniste, c'est tel truc. On va dire, ben, bon, il est psychotique et puis il est parano, enfin, et, en fait, ça marche assez bien. Alors, et le DSM, en fait, il a extrait ce qu'on appelle la sémiologie, c'est-à-dire le DSM ne va pas vers l'atmosphère du tableau, puisqu'il y a des atmosphères de patients. Dans la schizophrénie, il y a une atmosphère, ça a été très décrit, il y a plein de livres là-dessus, c'est cliniquement très fort. Mais justement, le DSM n'a pas ça, et il le revendique. Il n'y a pas d'atmosphère, il y a de la sémiologie. Mais ce qu'on oublie, c'est qu'en fait, derrière nos tableaux cliniques, et c'est pas non plus dans le DSM, il y a une organisation en fait théorique qui tient un peu le tout. C'est-à-dire il y a de la physiopathologie et de la psychopathologie, si vous voulez. Dans nos façons de voir les patients, on ne peut pas s'empêcher de voir un patient à travers une grille de lecture physiopathologique ou psychopathologique. C'est impossible. Et je pense que c'est impossible. Alors, après, on n'est pas tous les mêmes. Il y a des collègues qui sont très sémiologistes. Par exemple, Marie-Christine Mourin, qui était la chef de service de pédopsie de Robert Debré, avait une clinique, puisqu'elle est à la retraite, extrêmement sémiologique. Mais pour avoir fait des consultations avec elle, elle avait quand même de la psychopathologie derrière. C'était évident. Puis la plupart des pédopsychiatres français, c'est le contraire. Ils font très peu de sémiologie et beaucoup de psychopathologie. Alors, pourquoi cette psychopathologie et cette physiopathologie, elle est importante? Et là, on va revenir au sujet âgé. C'est qu'en fait, elle nous permet de penser l'hétérogénéité phénotypique. C'est qu'en fait, vous voyez, récemment, vous savez, aujourd'hui, les collègues pédopsychiatres, pour le diagnostic d'autisme, ils doivent utiliser l'ADI ou la DOS, il y a des formations obligatoires, etc. Et donc, j'étais dans une journée, comme ici, il y avait des psychologues qui connaissent très bien l'autisme, qui ont été formés, elles disent « Ouais, alors c'est pas mal, mais c'est bizarre parce que parfois, l'instrument, il dit autiste, et franchement, non, le patient, il n'est pas autiste. Enfin, non, ou le contraire. Mais alors, du coup, qui a raison, etc. » C'est-à-dire que on le voit, normalement, enfin, ces instruments sont très bien faits, ils sont standardisés, et ils disent, il y a un tableau d'autisme. Mais derrière le tableau, il y a en fait une représentation qu'on se fait de l'autisme, et ça colle pas, quoi. Et donc, on ne va pas donner le diagnostic. Et donc là aussi, on n'est pas tous d'accord. Il y a des gens qui disent, ben non, par définition, le diagnostic, c'est ça. Et puis voilà. Et puis des gens qui disent, non, en fait, le tableau sémiologique nous aide à avancer, mais il n'y a pas que ça, il y a l'atmosphère, et puis il y a la psychopathologie ou la physiopathologie derrière. Et c'est l'ensemble qui fait le diagnostic. Et là, vous me voyez venir, c'est que chez le sujet âgé, le syndrome peut être, je pense, très différent. Comme chez l'enfant, comme en psychiatrie transculturelle, en fait. Et vous voyez, je pense qu'on doit penser la problématique du diagnostic chez le sujet âgé comme une problématique de diagnostic transculturel, en fait. Parce que, en fait, quelque part, c'est une culture différente. C'est une évidence. Mais on peut aller même au-delà, c'est une culture au sens large, c'est-à-dire leur corps n'est plus le même, leur relation à la vie n'est plus la même, enfin, on est dans autre chose, quoi. Et du coup, il faut avoir une élasticité par rapport à la sémiologie.
Et du coup, comme il faut cette élasticité par rapport à la sémiologie, ben, il faut se raccrocher à l'atmosphère et à la psychopathologie ou à la physiopathologie. Et quand on discute, vous voyez par exemple, il y a un... Alors en psychiatrie transculturelle, c'est très intéressant. Il y a un syndrome qu'on trouve en Asie, qui porte un nom que j'oublie tout le temps, qui est de rétraction des organes génitaux. Donc les hommes ont peur ou ont l'impression que leurs testicules sont rentrés dans leur abdomen, ou les femmes que leurs seins se sont invaginés dans leur thorax. Alors bon, nous, vous n'avez jamais vu ça. Et en fait, c'est, pour beaucoup de collègues asiatiques, c'est en fait un élément d'un tableau dépressif. Alors qu'il y a peu de symptômes dépressifs du DSM, quoi. Vous voyez, c'est-à-dire... Mais alors, pourquoi ils le disent? Parce que, en fait, voilà, parce que la façon dont c'est arrivé, la psychopathologie, etc., la réaction aux antidépresseurs, enfin, vous voyez, il y a un tout derrière qui fait que, quand on en parle, et c'est vrai que quand on rentre dans les détails des cas cliniques, eh ben, on se rend compte que, ben oui, il y a de l'anxiété, en fait. J'ai peur que, vous voyez, c'est pas juste une hallucination, c'est, j'ai peur, ils vont rentrer, c'est terrible, je ne suis rien, enfin, je suis... En fait, c'est une expression, c'est la cristallisation d'une plainte dépressive, quoi, qui se cristallise sur cette construction sociale qui est de rétraction des organes génitaux. Et donc, et on dit en Afrique, hein, il y a moins de culpabilité dans les tableaux dépressifs et il y a plus d'éléments que nous on appellerait psychotiques, et etc., quoi. Donc, et alors là, là, on a un vrai petit problème scientifique que le DSM. Alors, il y a des études transculturelles du DSM, hein, qui sont assez positives. C'est-à-dire, ils disent que le DSM est plutôt transculturel. Mais en fait, ça a été autoréalisateur. C'est qu'en fait, on a pris les items du DSM. Et on a montré que statistiquement, ils tiennent la route dans des cultures différentes. Mais on n'a pas essayé de construire une clinique, on n'a pas essayé de construire un DSM qui aurait été construit dans d'autres pays. Et ça devient d'autant plus compliqué que beaucoup des professeurs de psychiatrie en Afrique ou en Asie sont formés aux États-Unis. Parce que pour être nommé, il faut avoir des papiers écrits en langue anglaise. Donc du coup, on part faire un doctorat ou un postdoc aux États-Unis. Et du coup, quand on revient avec la culture, enfin pas mal, pas tous, hein, mais pas mal d'entre eux reviennent avec la culture. Et comme dans la clinique, on ne trouve que ce qu'on cherche, trop souvent, eh bien du coup, ils collent, vous voyez, sur leurs patients une sémiologie. Donc du coup, on perd trop souvent l'hétérogénéité phénotypique en fonction des cultures. Et donc je pense que qu'aujourd'hui l'épidémiologie psychiatrique est coincée par ça, parce que du coup on utilise des diagnostics qui sont faits sur le DSM chez le sujet adulte d'âge moyen. En restant, en plus, c'est des entretiens structurés, c'est-à-dire c'est vraiment très collé sur la sémiologie. Et du coup, c'est pas adapté. Et donc ça a un impact sur la clinique, c'est que la psychiatrie du sujet âgé, c'est une psychiatrie transculturelle en fait. C'est une psychiatrie transculturelle. Alors, deuxième point, la démence. Alors, ça c'est très intéressant, parce que d'un côté, la démence est dans le DSM, les démences sont dans le DSM. De l'autre côté, dans la quasi-totalité des pays, les démences sont censées être gérées par les neurologues, sauf qu'en pratique, les neurologues ne s'occupent pas des démences, c'est les gériatres. Ou personne. Et c'est à peu près partout pareil, quoi. Et alors, donc, premier point. Deuxième point, ça pose les questions de la limite entre la neurologie et la psychiatrie. Et c'est d'autant plus intéressant qu'aujourd'hui, il y a un comeback de la neuropsychiatrie. C'est-à-dire que dans beaucoup de congrès internationaux et même nationaux de psychiatrie, on a quand même plein de cerveaux, de synapses et de trucs comme ça. Et donc, du coup, si c'est le cerveau, jusqu'à quel point c'est pas de la neurologie.
Et à contrario, vous avez de plus en plus de neurologues qui disent que les principaux problèmes de la sclérose en plaques ou de la maladie de Parkinson, c'est les symptômes psychiatriques. Donc du coup, il y a des gens qui disent que ça serait bien de revenir pour de multiples raisons avant mai 68, vous savez, où il y avait une neuropsychiatrie. Alors, c'est amusant de revenir. Donc cette question est une vraie question. Alors, d'abord, il y a eu un très joli papier écrit par un doctorant en histoire sur la neuropsychiatrie entre la Seconde Guerre mondiale et 68. Je crois que c'est dans les cahiers du centre Georges Canguilhem qu'il a écrit ça. Et donc il dit que quand il y a eu la sécurité sociale après la Seconde Guerre mondiale, il a fallu définir des cotations d'actes, le CEPSI quoi. Et donc à cette occasion-là, on s'est demandé, est-ce qu'on fait une neuropsychiatrie, c'est-à-dire c'est le même C pour la neurologie et la psychiatrie, ou est-ce qu'on individualise la psychiatrie pour qu'il y ait un CEPSI? Et il a été décidé que ça serait de la neuropsychiatrie. Et il y avait 3 arguments. Alors j'espère m'en souvenir. Oui, je m'en souviens. Le premier, c'est que comme ça, les patients pourraient aller voir un neuropsychiatre et pas un psychiatre. Du coup, il y aurait une ambiguïté. En fait, ça serait pour aller voir un neurologue. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Vous avez une maladie psychiatrique. Vous dites que je vais voir le docteur machin, mais sous-entendu, c'est pour le côté neuro. C'est pas pour le côté psy. Deuxième point, ça fait plus de patients, pour ceux qui sont en libéral. Ils peuvent à la fois avoir les patients neurologiques et les patients psychiatriques, donc ils peuvent gagner plus d'argent. Et le troisième argument, c'était, si on individualise les psychiatres, alors ils vont devenir comme les psychiatres américains, c'est-à-dire complètement psychanalystes. Puisque à l'époque, aux États-Unis, la psychiatrie était complètement psychanalytique, alors qu'en France, ce n'était pas du tout le cas. Vous voyez comment l'histoire joue des tours. Hein. Et alors, entre cette date-là et mai 68, en fait, il y a 23 ans, quoi, c'est pas grand-chose, il y a eu les premiers livres blancs de la psychiatrie avec cette question qui revient, en fait, hein, d'identité. Et il y a Jean Delay qui a écrit des textes très beaux sur cette question, où il y a la question des lésions. Où en fait, il y a des gens qui disent, en fait, la neurologie, c'est quand il y a une lésion. Quand il n'y a pas de lésion, quand c'est fonctionnel, c'est psychiatrie. Et lui, il dit, non, il ne faut pas dire ça, parce que ça veut dire qu'un jour, il n'y aura plus de psychiatrie, puisqu'il suffira d'avoir des microscopes de plus en plus gros, et forcément, on trouvera un jour une lésion. Alors il dit, il ne faut pas dire ça, et il dit en plus, mais sans véritablement l'expliciter, il dit, mais parce que notre métier, c'est quand même pas la même chose. Et d'ailleurs, ils étaient tous neuropsychiatres, mais dans la plupart des hôpitaux, il y avait quand même un étage neuro, un étage psy. Donc on voit quand même ce qu'on retrouve aujourd'hui, si vous voulez. D'ailleurs, ce que nous on vit, vous savez que dans l'autisme, dont la secrétaire d'État a dit que c'est pas pour les psychiatres. Il y a 30 ans, il y a les associations de patients, les familles avaient demandé au Comité national d'éthique que l'autisme devienne une maladie neurologique et pas une maladie psychiatrique, et etc. Donc la tension entre neurologie et psychiatrie a toujours été très vive pour l'autisme. Mais en pratique, quand les enfants vont mal, c'est toujours vers nous qu'on nous les adresse, si vous voulez. Ça viendrait à l'idée de personne d'envoyer un autiste avec des problèmes d'automutilation ou d'hétéroagressivité, etc., à un neurologue. Enfin, dès que le problème se pose, les gens savent très vite à qui il faut s'adresser. Il n'y a aucune ambiguïté, vous voyez. Hein. Donc on sent que c'est pas le même métier, quoi. On sent que c'est pas. Nous, on le sait. Encore que, on va voir dans quelle mesure. Mais ce qui est plus intéressant, c'est que, en fait, la société le sait aussi. La société le sait aussi. Et c'est, en ce moment, je l'expérimente parce que j'habite en banlieue très lointaine, près de Montlhéry, dans un petit village, dans une placette. Il y a 6 maisons. Et dans une de ces maisons, il y a un patient schizophrène.
qui est en rupture de prise en charge depuis très longtemps. Et donc, les policiers viennent régulièrement, enfin, tout ce qui se passe, de ce que vous devez vivre avec certains de vos patients. Et donc, j'entends ce que disent les voisins. Et ils disent, il est fou. Il est fou. Et ils en ont peur, quoi, voilà. Si vous voulez, et il est fou, ils en ont peur, mais ça n'a rien à voir avec la neurologie. Vous voyez le rapport à l'autre, quoi. C'est ce mouvement de retrait, enfin, nous embête, quoi. Et d'ailleurs, un jeune du coin a dit quelque chose de très joli, qui est quand même bluffant. Il a dit ah oui, en ce moment il n'est pas gros, il faut faire attention. Vous vous rendez compte c'est l'acuité des gens sur leur perception de l'autre. Hein. Donc, dans la réalité, neurologie et psychiatrie, et c'est ce que dit Delay, il dit il y a une différence, mais j'ai été déçu parce qu'il ne dit pas en quoi. Et il ne faut pas rentrer dans le coup lésionnel, fonctionnel, parce que ça ne marche pas. Bon. Alors, du coup, il faut bien, on doit trouver une solution. Alors, moi, là, c'est plus. Tout à l'heure, c'était la définition des maladies. Là, c'est la définition du malade psychiatrique. Qu'est-ce qu'elle est la définition d'un malade psychiatrique? Eh bien là, on ne le trouve pas tellement dans les livres. Et d'ailleurs, pour plusieurs raisons, parce que, en fait, la notion de malade, eh ben, en anglais, elle n'existe pas trop. Puisque eux, ils ont patient. Et nous, patients et malades, c'est pas la même chose. Hein, vous voyez, c'est-à-dire que dans les articles, c'est dit, un patient, c'est quelqu'un qui s'inscrit dans le système de soins. Mais on est bien d'accord, un malade, ça n'est pas forcément la même. Il y a une différence. Voilà. Et alors nous, le malade, c'est Canguilhem, vous savez, c'est ça qui structure la pensée médicale française. Le malade, c'est celui qui va suffisamment mal pour sonner à la porte du médecin. C'est ce qu'il dit. Alors, et d'ailleurs, c'est drôle parce qu'il y a une note de bas de page où il dit ça, et il dit « sauf pour les patients psychiatriques », où c'est pas pareil. Et il a tort. Moi, je pense qu'il a tort fondamentalement. Parce que là, encore une fois, il pense psychiatrie, il pense psychose délirante, quoi. Et à tous les coups, les gens pensent ça, quoi. Mais en fait, la psychose délirante, et même psychose schizophrénique, quoi. Et en fait, c'est quand même... Alors, c'est la portion congrue de la problématique psychiatrique. Alors, elle est très spectaculaire dans la société, mais les troubles anxio-dépressifs sont largement plus prévalents, les addictions largement plus prévalentes, les troubles de la personnalité aussi, après, effectivement, il y a la psychose, mais parmi les psychoses, la plus souvent, ils ne sont pas délirants. D'ailleurs, plein de nos patients sont dans la rue, personne ne sait qu'ils sont des patients. Et donc, il y a, même Canguilhem se trompe, et nos patients, par moment, ressentent le besoin de venir nous voir. C'est juste la réalité. Donc, ils sont malades comme les autres. Et donc, la définition, en fait, d'un malade psychiatrique, c'est quelqu'un qui est en rupture dans son existence du fait de son fonctionnement psychique. C'est simple, en fait. Hein. Et moi, je trouve que le mot rupture est un mot essentiel, là-dedans. Et que le DSM, du coup, a beaucoup de mal à opérationnaliser, si vous voulez, et qu'on va retrouver dans l'acné. Si vous voulez, vous avez 5-10 boutons, alors on est dans la glace, voilà, mais enfin bon, on n'est pas en rupture dans son existence. Quand vous avez un truc comme ça, vous êtes, voilà, vous osez même pas vous voir, votre relation à vous a complètement changé, enfin, voilà, comme quand on est malade, si vous voulez, quand on a vraiment la grippe, on est au lit, notre vie n'est plus la même, notre corps n'est plus le même, c'est plus la même existence. C'est plus la même existence. Alors que quand vous avez une virose, vous savez que vous avez un petit truc, mais c'est toujours vous.
vous voyez, il y a à un moment donné la rupture, une rupture phénoménologique, une rupture dans notre relation à l'existence, qui fait qu'on dit qu'à ce moment-là, on est malade et on a besoin d'aide. On ne peut plus être tout seul, quoi. On a besoin d'aide et donc la médecine arrive pour donner cette aide. Et alors, donc, dans certaines maladies, la rupture est en lien avec notre corps. Donc dans la grippe, même si, comme sujet pensant, on n'est plus le même, quand on a la grippe, on ne peut plus jouer aux échecs, hein, et on est complètement embrumé et tout ça, mais c'est notre corps, on sent que notre corps, tout d'un coup, là, et voilà, d'abord, on sent que notre corps existe. D'habitude, le corps est une... vous savez, la définition de Le Riche de la santé, c'était la vie dans le silence des organes. C'est que quand on est en bonne santé, en fait, les organes n'existent pas. Quand on est malade somatique, tout d'un coup, quand on a une colique néphrétique, la rupture, enfin, tout d'un coup, on réalise qu'on a un rein ou un urtère. Et pareil pour une pneumonie, quoi. On tousse, enfin, et par moment, donc la rupture est en lien avec notre corps. Et par moment, la rupture est en lien avec nous en tant que sujet pensant. Voilà, c'est comme quand on est en deuil. Quand on est en deuil, quand on a une rupture sentimentale, on souffre, on est en rupture en tant que sujet pensant. Alors vous me direz, oui mais c'est pas une maladie. Ben oui, mais c'est compliqué. Vous savez que le deuil est-il un état dépressif? D'abord, entre un deuil et un état dépressif, sémiologiquement, c'est quand même... bon, je veux bien qu'il y ait des nuances, hein, mais enfin, c'est des nuances. Quelqu'un qui a une rupture sentimentale, ben, ça ressemble vraiment à un déprimé. Hein. Il n'a plus goût à la vie, il a envie de se flinguer, etc. Enfin bon, c'est très proche. Mais c'est sociologiquement que c'est pas perçu pareil. La société s'est organisée autour du deuil, il y a un rituel, etc. Puis en principe, on sait que ça va passer, on le sait. Donc du coup, on gère ça, quoi. Pareil pour la rupture sentimentale. Mais sinon, sur le principe, c'est ça. Il y a une rupture dans l'existence en lien avec notre fonctionnement psychique. Alors du coup, les démences. Alors on va dire, c'est pas une rupture, c'est progressif. Et c'est vrai que cette rupture, ça marche pas mal dans les maladies, dans une attaque de panique, hein, même un état dépressif qui arrive vite, ça marche. Mais il y a des maladies psychiatriques qui arrivent tout doucement. Une bouffée délirante aiguë, là, alors, bien sûr, c'est spectaculaire. Mais alors il y a les prodromes qui sont à la mode, et donc on rentre tout doucement dans la maladie. Mais en fait, ce qu'on voit, ou dans l'autisme, ce qu'on voit, c'est l'entourage qui voit la rupture, si vous voulez. Un jour, on le voit dans l'autisme, hein, les parents disent « Ah ben il est tout petit, voilà, etc., etc. » Et puis un jour, ils réalisent que, en fait, non, ça va pas, quoi. Ou c'est quelqu'un qui leur dit, d'ailleurs. D'ailleurs, dans mon expérience, souvent, c'est la grand-mère maternelle. Parce que vous savez, les grand-mères maternelles ont toujours une relation un peu difficile avec leur belle-fille, et en particulier avec l'enfant, les enfants que leur belle-fille a donnés à leur fils, hein, parce que tout ça est compliqué. Pardon? C'est paternel. Mais c'est paternel. Il y a un petit lapsus. Oui, bon. Et du coup, et donc comme les grands-mères ont l'expérience des enfants, et que ça peut être sympa de dire quand même à sa belle-fille que les enfants qu'elle a donnés à son fils, ils sont pas terribles, eh ben, elle dira, mais Jacqueline, là, vous trouvez pas quand même qu'il va pas bien? Et bien sûr, et là, au début, non, et puis un jour, on réalise que, mince, zut, et ça se voit, c'est vraiment, ils disent, quoi, un jour, j'ai réalisé que ça va pas, quoi. D'ailleurs, vous voyez, il y avait un déni, et puis le déni craque, et puis voilà, quoi. Donc, il y a, la rupture peut arriver, pas comme dans une bouffée délirante aiguë, mais on retrouve quand même tout ça. Alors, dans les démences, eh ben, moi je trouve que c'est un peu la même chose. Je trouve que c'est un peu la même chose. Et alors on va dire, ah mais non, mais parce que chez les déments, c'est le fonctionnement cognitif.
Et donc, c'est neurologique. Parce que c'est le cerveau, on sait où est la lésion, c'est cognitif, et la psychiatrie, c'est pas cognitif. Ben, moi, je sais pas jusqu'à quel point on peut dire une chose comme ça. Alors, là où je comprends, c'est que quand on dit, vous voyez, on pense la démence en disant, ah ben bon, voilà, il a des protéitaux, vous voyez, on ne pense plus au patient, on pense au cerveau. Donc bien sûr, à ce moment-là, on dit c'est neurologique. Si le cerveau se substitue au sujet, alors c'est neurologique. Si on pense, ah ben c'est une altération du fonctionnement cognitif. En fait, quand on dit ça, vous voyez, d'ailleurs, c'est intéressant parce que ça pointe la place des sciences cognitives dans la psychiatrie. En fait, on pense, quand on dit il a une atteinte de son fonctionnement cognitif, on se représente le sujet comme un ordinateur, en fait, hein, puisque fonctionnement cognitif, c'est l'aptitude à traiter les informations, donc on est un calculateur. C'est le paradigme cognitif. C'est pas, je dis ça, pas ça pour dénigrer, c'est juste le paradigme. Et donc, du coup, si on dit c'est une altération du fonctionnement cognitif, on se représente le sujet comme un ordinateur, donc comme un objet, et pas comme un sujet pensant. Donc on le dépsychiatrise, de fait. Hein. Et donc oublions tous les a priori que l'on a sur une démence. Ben, vous accueillez un sujet qui a une plainte amnésique, etc., qui vous dit ça fait 2 fois que je ne retrouve plus ma voiture, etc. Eh ben, c'est quelqu'un qui est en rupture dans son existence du fait de son fonctionnement psychique, hein, et il est en rupture, et au fond, si vous prenez le temps de parler avec lui, en fait, ben, il est en souffrance, hein. Il se rend compte qu'il va pas bien, et il a peur, et tout ça, quoi. En fait, on est dans une relation, avec un patient psychiatrique. Et donc, alors bien sûr, sociologiquement, c'est pas comme ça que la société s'est organisée. Bon ben, dont acte. Et je dirais même plus. Alors, un AVC, du coup. Est-ce que c'est une maladie psychiatrique ou est-ce que c'est une maladie neurologique? Eh ben, ça dépend. Ça dépend. Il y a des AVC où, en fait, il y a une rupture dans l'AVC, une vraie rupture. Parfois, la zone du cerveau touchée est en lien avec le corps. Et donc là, le sujet a vraiment l'impression que son corps est en rupture. Vous voyez. Et en tant que sujet pensant, pas trop. Ça peut arriver. Mais il y a plein de situations où le sujet est en rupture en tant que sujet pensant. Et d'ailleurs, vous savez qu'il y a des dépressions très fortes chez les gens qui font des AVC. Ne plus avoir de langage est un truc complètement angoissant. L'angoisse est terrible. Et même, il y avait une psychologue à la Pitié, une neurologue de formation lacanienne, qui avait fait des études sur les hémisomato-agnosie, là, c'est ça, hein, c'est ça. Les gens qui ont une négligence ou une inconscience d'une partie de leur corps. Et elle avait des vignettes cliniques extraordinaires où en fait le sujet, donc les infirmières disaient, ah, il délire, il appelle toujours, est-ce que vous avez vu Georgette aujourd'hui, etc., etc. Et en fait, Georgette, c'était la moitié de son corps absent. Parce qu'en fait, quelque part, il y a une absence de connaissance, mais de représentation visuelle, mais qu'il y a quand même à l'intérieur une perception de soi qui persiste, et donc il l'a nommé. Et donc, c'était pas un délire, c'était comment être avec soi-même, quoi. Et donc vous voyez, on est quand même très proche là. Et il fallait que ça soit quelqu'un qui ait une culture du sujet pensant pour avoir accès à ce côté du patient. Et moi j'ai même entendu un topo de Lisa House qui faisait des thérapies psychodynamiques à des gens qui avaient eu des AVC. Alors au début on se dit, mais
qu'est-ce que c'est que ce truc? Enfin, ça n'a aucun sens. Eh bien non, parce qu'en fait, quand on a un AVC ou une démence, il y a un changement considérable de la relation du couple, vous voyez, et en fait, les gens changent dans leur vie, et le fait d'en parler et du coup ils se retrouvent dans une place infantile, et donc ça peut résonner en eux avec des choses, et voilà, et elle montrait sur des vignettes comment, en leur parlant, même s'ils avaient eu un AVC et que c'était pas facile de rentrer dans le lien en parlant, eh bien il se passait des choses. Et donc, en fait, vous voyez, alors certes il y a une zone d'interface entre la neurologie et la psychiatrie forcément, mais elle n'existe pas qu'avec la neurologie. Hein. Les questions d'intrication entre sujet pensant et corps souffrant, en cancérologie, ça existe beaucoup. Hein, et en endocrinologie, c'est massif aussi. C'est-à-dire, le clivage sujet pensant et corps matériel est un clivage dualiste qui fait sens, mais qui a ses limites, quoi. Donc, donc la psychiatrie du sujet âgé, moi je trouve qu'elle repose ça, elle pose cette question de jusqu'où la psychiatrie, et moi je pense qu'on a à être inclusif. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut soigner tout le monde, mais ça veut dire qu'il ne faut pas voir le sujet somatique, en particulier neurologique, comme ils sont, comme un sujet neurologique, c'est-à-dire de dire... Vous voyez, il y a la réaction, il faut qu'on apprenne à les voir comme des sujets psychiatriques, quoi. Comorbides, mais psychiatriques. Alors, le dernier point, représentation sociale, et je vais m'arrêter là-dessus. Alors, moi, il y a un truc qui m'a frappé lors de la canicule en 2003. J'étais à Paris au mois d'août, il faisait extraordinairement chaud. J'ai pensé, je me suis dit, il faut que les jeunes parents qui ont des petits-enfants, il faut qu'ils leur donnent à boire, etc., etc. Et je n'ai absolument pas pensé aux personnes âgées qui pouvaient avoir besoin de boire. Et j'ai pas été le seul, vous avez remarqué. Et je me suis dit, c'est un acte manqué collectif. Je n'ai pas voulu le voir. Je n'ai pas voulu voir que... Et je pense que la société n'a pas voulu voir que les personnes âgées étaient en danger, parce que la société a peur du poids économique et émotionnel que représente le vieillissement de la population. Et que quelque part, ça a marché. Ça a marché. Et je pense que le rapport avec la psychiatrie du sujet âgé, il y a ça, quoi, si vous voulez. C'est que, quelque part, il y a un déni massif qui obéit à un bénéfice secondaire, quoi. Quelque part, alors... Mais d'ailleurs, vous voyez, on dit, il faut faire, c'est important, c'est un problème de santé publique, c'est important, c'est important, c'est important. Mais bon, regardez comment on s'en occupe dans les EHPAD. Enfin, globalement, il y a des endroits où ça, c'est pas cool, quoi. Donc, il y a une dissociation entre le discours et ce qui se passe, quoi. Et je pense que... Donc, je pense qu'il y a un vrai travail collectif à faire. Alors, de la société, et bon, nous, c'est pas la société, mais on peut dire à la société qu'elle est en train de... Mais c'est difficile de le dire ça, parce que c'est très difficile d'aller contre... L'agisme. Ben oui, d'aller contre des mécanismes de défense très forts, hein. Surtout s'ils sont collectifs, massivement collectifs. Hein. Alors après, au-delà de ça, et je pense que ça fait partie de ce mécanisme de défense, il y a la représentation standard du sujet âgé. Et que le sujet âgé intériorise. Vous savez, il y a l'autostigmatisation dans la schizophrénie. Je pense qu'il y a les sujets âgés intériorisent leur statut de sujet âgé, c'est-à-dire de choses fragiles, de choses déclinantes, de choses qui sont un fardeau, etc. Avec d'ailleurs parfois des mécanismes paradoxaux d'inversion du stigma, c'est-à-dire de revendications exorbitantes, etc. Et là, il y a un travail. Alors, il y a un travail
pour nous qui est de témoigner, mais il y a un travail pour nous de déconstruire ces a priori que nous pouvons avoir, quoi, hein. Que nous pouvons avoir, de ne pas avoir accès au sujet en tant qu'il est, mais en tant qu'on se le représente spontanément. Et ça, je terminerai là-dessus, parce qu'on est prisonnier de représentation, et c'est Michel Dugas, qui était un ancien patron de Robert Debré, qui nous obligeait, quand on était en entretien, à parier le QI de l'enfant et de regarder après quelle était la vraie valeur. Quand on fait ça plus de 100 fois, après on est calibré, ça marche bien. Et je me suis rendu compte que je me trompais systématiquement 2 fois. Quand vous avez un petit garçon qui louche et qui a les oreilles décollées, je le sous-cotais de 10 à 20 points. Et quand j'avais une petite fille qui venait du 16e, qui était bien habillée, je la surcotais de 10 à 20 points. C'est-à-dire qu'on est prisonnier de nos... Vous voyez, on voit les patients, malgré tous les efforts qu'on peut faire, de suspendre le jugement, de rentrer en relation avec le patient en étant le plus naïf possible, etc. On est toujours prisonnier de représentation. Toujours. Et je suis sûr que si je faisais de la psychiatrie du sujet âgé, je serais parti. Je serais prisonnier de certaines représentations. Voilà, j'ai beaucoup parlé, maintenant c'est à vous. Merci beaucoup. J'imagine qu'il y a des questions, je suppose. Alors moi, je peux ouvrir le feu, hein, éventuellement, voilà. Mais d'abord, merci. Et puis, moi, j'avais une question. Alors, j'en ai plusieurs, mais je vais commencer par une. C'est vrai qu'au début de votre intervention, vous disiez il y a un enjeu politique, finalement, à la manière dont on envisage même la psychopathologie, même le diagnostic, oui. Finalement, en lui-même, il finit par être un enjeu. Vous avez peu utilisé le terme de santé mentale. Oui, oui. C'est oui. un peu ce dialogue en fait entre la maladie oui. et la santé mentale. Comment Ah oui, alors là, c'est un sujet extrêmement sensible aujourd'hui. oui. Là, on a fait une revue de la littérature sur santé mentale et si vous la santé, vous connaissez tous, état de bien-être total, physique, psychologique et social, qui est n'importe quoi. Non, d'ailleurs, c'est un très beau sujet, ça. Donc, à l'origine, la santé, c'était la vie dans la science des organes. C'est-à-dire, c'est l'absence de... C'est mieux que l'absence de douleur. C'est cette espèce de... Le fait qu'on ne se sent pas comme un corps. Hein. Quand on est en bonne santé, on vit. Donc, je trouve que cette définition est remarquable. Et il s'est passé un truc après la Seconde Guerre mondiale. Et on ne sait pas vraiment d'où ça vient. Donc l'OMS a décidé que c'était un état de bien-être total. Alors on dit c'est après les camps de concentration, etc. C'est la seconde volée de la modernité, où l'individu existe vraiment dans la société. Donc l'individu doit se réaliser, il doit être bien. Et puisque le bien-être arrive dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, on a droit au bien-être. Ce qui est complètement fou, quoi. Enfin, on a un droit au bonheur, quoi. Ça n'a aucun sens politiquement. Donc, et il y a des gens qui disent aussi que c'est une position anti-médicale. Qu'avant la santé, c'était quand le médecin s'est bien occupé de vous, du coup le corps disparaît et vous vivez. Mais non, c'est pas ça. La santé, c'est plus. Donc, c'est pas les médecins. Et ça, je peux témoigner. L'OMS est une institution assez antimédicale. Assez antimédicale et assez antipsychiatrique. Alors, la santé mentale, pendant longtemps, n'a pas été définie. Donc au début, l'OMS dit c'est un concept compliqué à définir, mais ça n'est pas juste l'absence de maladie psychiatrique. C'était ça. Et puis en 2001, il donne une définition, et là, accrochez-vous aux branches. Donc, état de bien-être, dans lequel la personne peut se réaliser, surmonter les tensions normales de la vie, accomplir un travail productif et contribuer à la vie de la communauté. Ça exclut pas mal de monde. Et puis, c'est-à-dire que, donc du coup,
si le psychiatre s'occupe de santé mentale, un des objectifs de la psychiatrie, c'est que les gens aient un travail productif. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Et c'est l'OMS, quoi. C'est un truc, c'est censé être transculturel, universel et tout, quoi. Et là, il y a des gens qui disent, il y a eu un papier, un livre qui est moyen, mais le fond est très bien pensé. C'est Happycratie, ça s'appelle, le titre. Hein, vous avez entendu parler de ce livre, c'est des sociologues d'inspiration marxiste qui disent en fait que le bien-être est devenu un truc qui permet au système capitaliste de rendre les gens productifs. Et vous savez, il y a plein de boîtes maintenant où il faut que les gens soient bien dans la boîte pour être productifs, quoi. Qu'on a renversé. Avant, il fallait travailler pour être heureux. Maintenant, il faut être heureux pour travailler. Et le truc est... et puis, il y a cette espèce de quête éperdue du bien-être, un peu bête, etc. Et du coup, moi, je milite pour que la psychiatrie n'ait rien à voir avec la santé mentale. Rien du tout. Nous n'avons rien à voir avec la santé mentale. Surtout pas. C'est-à-dire que les psychiatres n'ont absolument pas pour objectif de rendre les gens heureux. Parce que quand on a voulu le faire avec l'homosexualité, là, dire ah ben ils se rendent pas compte, ils font ça, c'est qu'ils sont malheureux sans s'en rendre compte, donc on va les aider à aller bien dans leur vie. C'est ça qui s'est passé. Hein. Donc, et les opposants politiques, c'était pareil. Hein. Donc, on n'a pas à rendre les gens heureux, on a à s'occuper de gens qui sont en rupture dans leur existence du fait de leur fonctionnement psychique. Voilà, c'est ça notre job, quoi. Et ça c'est incroyable parce que tous les comités pondus par les ministères, c'est sur la santé mentale. Mais du coup, alors vous me direz, c'est pas grave, on se comprend. Ben non, justement, on se comprend pas parce que comme on sait pas de quoi on parle, du coup, on invite tout le monde puisque la santé mentale, c'est tout le monde. Donc on se retrouve dans des réunions où tout le monde parle de tout, mais où là, les vrais malades, ils ont disparu, si vous voulez. C'est comme si dans l'acné, on s'occupait plus que des gens qui ont 3 ou 4 boutons. Alors, et du coup, les gens disent, mais c'est pas grave, on n'a qu'à payer quelques crèmes, et puis voilà. Et on est en train de faire pareil avec la psychiatrie, quoi. On dit, mais c'est de la souffrance psychique, c'est des burn-out, c'est, voilà, il faut accompagner, etc. Bah ouais, mais bon... les gens qui sont vraiment en rupture, ça n'a rien à voir avec ça, quoi. Et bien sûr, vous ne les voyez pas, vous. Ouais. Et je pense que voilà, ma question n'était évidemment pas innocente. Oui. Ça fait bien sûr partie des enjeux pour nous aussi, et notamment, moi, je pensais, sans aller chercher loin par rapport aux politiques, il y a aussi une demande de terrain en psychiatrie du sujet âgé, oui. Qui est parfois une entreprise de normalisation. Oui. Aussi. Parce qu'on parlait de démence, dans la prise en charge des démences, moi je sais qu'on fait appel aux psychiatres, notamment parce qu'il y a des troubles du comportement qui sont envahissants et qu'on a besoin qu'ils cessent. Et qu'au fond, la demande qui est faite à la psychiatrie, c'est de faire cesser ce comportement déviant. Bien sûr, et là on retrouve, en pédopsychiatrie, on a exactement le même problème. Ouais. Exactement le même. Ouais. Alors, ce qui est dramatique, c'est que on a une demi-heure par consultation et que c'est beaucoup plus facile de dire oui, on prescrit, que d'expliquer pourquoi il ne faut pas prescrire. C'est ça. Ouais. C'est très difficile de dire oui, il y a ça, mais non, je pense qu'il ne faut pas prescrire parce qu'il n'y a pas de souffrance, il va bien, peut-être qu'un jour ça ira mal, et donc on se reverra. Mais aujourd'hui il va bien. Ah oui, il va bien, mais alors, oui, mais, etc. Ben oui, mais c'est lui, quoi. Et lui, il n'a pas de demande. Oui, mais il a 10 ans. Ben oui, mais il a 10 ans. Et on peut quand même l'écouter. C'est très... bien sûr, les deux parents ne sont pas d'accord. Et puis, voilà, quoi. Et bien sûr qu'il y a de la normalisation. Alors on voit ça, c'est très intéressant aussi, les essais thérapeutiques qui évaluent les médicaments dans la maladie d'Alzheimer. Donc vous savez,
en ce moment, les firmes pharmaceutiques investissent à fond, elles sont catastrophées parce que rien ne marche. Ils ont avec des trucs, des anticorps monoclonaux qui vont contre les protéines bêta-amyloïdes, là, etc. Alors ça nettoie ça marche bien sur l'imagerie, mais sur les sujets, ça marche pas. Non, mais c'est vrai. Hein. Alors ils essaient du coup de prescrire plus tôt, etc. Mais du coup, plus tôt, faut screener les gens, un peu comme dans les prodromes de psychose. Hein. Et alors donc on est dans quels doivent être les critères d'efficacité d'un essai dans la maladie d'Alzheimer. Alors au début on prenait les fonctions cognitives, mais les payeurs ont dit donc il y a eu quelques AMM, les payeurs qui remboursent, ils disent moi fonction cognitive je sais pas ce que c'est, moi je paye pour que les gens aillent mieux, ce qui est comment dire que quelqu'un qui a une maladie d'Alzheimer va mieux? Alors il y a eu les activités of daily living, c'est-à-dire est-ce qu'il va faire ses courses tout seul, etc. Donc ça, les payeurs, ils achètent, il y a l'autonomie, quoi. Ça fait sens. Mais c'est peu sensible au changement. Et puis, pour les sujets qui sont assez gravement atteints, ça ne marche plus. Alors, ce qui est à la mode aujourd'hui, c'est le caregiver burden et les troubles du comportement. C'est-à-dire que c'est les dents, on interroge les dents et on mesure les troubles du comportement. Ce qui est pas mal. Mais, et alors on pourrait dire, mais la qualité de vie? Alors, il y a des mesures de qualité de vie, mais qui sont remplies par les dents et par le médecin. Et se pose la question de la qualité de vie auto-rapportée chez le patient dément modéré à sévère, qui est une vraie question et qui est un peu une tâche aveugle. C'est-à-dire, chez un patient dément assez symptomatique, finalement, qu'est-ce que c'est que sa vie psychique à lui? C'est-à-dire, comment il vit? Et du coup, nous, on a la même question avec les autistes sans langage. C'est une vraie question. Hein. Et qui est la vraie question qu'il y a avec ABA, par exemple. Hein. Vous savez, ABA, là, des stratégies comportementales. Donc, toutes ces stratégies sur des autistes avec un niveau d'intensité sévère, finalement, c'est de la normalisation. Alors, d'un côté, manger tout seul, aller aux toilettes tout seul, c'est bien. Hein, enfin, ça voilà, on ne peut pas dire que c'est mal, quoi. C'est bien. Mais est-ce que ça suffit et du coup, est-ce qu'il ne faut pas aussi évaluer le soin en fonction de ce que vit le patient? Alors, vous me direz, oui, mais il ne parle pas. Ben ouais, mais c'est un challenge. La mesure de la douleur, vous savez, hein, pendant longtemps, on ne mesurait pas la douleur des enfants sans langage. Or, les enfants, ils sont tout petits, ils ont mal. Et les anesthésistes ont développé des instruments de mesure de la douleur chez l'enfant sans langage. Ça existe, hein, parce que c'était obligatoire. Donc là, il y a un truc... parce que là, les critères de substitution, c'est-à-dire les parents... voilà. Alors, on pourrait envisager des travaux avec les autoreprésentants. Alors là aussi, on n'est pas tous d'accord en pédopsie. Il y en a qui considèrent que les autoreprésentants, c'est-à-dire les autistes de haut niveau que l'on voit dans les médias, ils disent que ce sont des pseudo-autistes. Et du coup, ils n'ont pas de légitimité pour parler de l'autisme de Kanner. Moi, pour avoir eu des contacts fréquents avec eux, je trouve que ils ont une légitimité. Ce ne sont pas les seuls à en avoir, les parents en ont aussi, les psychiatres aussi, mais ils apportent vraiment des choses sur justement qu'est-ce que c'est que la vie intérieure, et du coup comment on peut extrapoler à un enfant sans langage ce que c'est que d'avoir une pensée autistique et de l'avoir dans un univers où les autres ne sont pas autistes. Et voilà, là il y a vraiment des recherches, et chez le sujet âgé, je pense que... Et d'ailleurs, il y a des proches fins qui disent bien, par moment, je vois qu'il souffre, par moment, je vois qu'il se rend compte que... et c'est beaucoup de souffrance. Et c'est vrai que le terme, c'est l'extrapolation. Je pense qu'à partir du moment où, on va dire,
typiquement qu'on va extrapoler à partir de ce qu'on a entendu chez d'autres patients, ça soulève tout de suite plein de questions et plein de défenses aussi d'ailleurs par rapport à ça. Donc, c'est un enjeu, je pense. important mais méthodologiquement, c'est chaud. Hein. C'est ça. C'est l'idée. Non, mais depuis toujours, la psychiatrie s'est confrontée à la question de la normalisation. Hein. Ouais. Mais donc c'est plutôt pas mal d'envisager la psychiatrie du sujet âgé comme une transculturelle. C'est vrai, parce que du coup, ça fait comment on peut se représenter ce que pense cet être qui n'est pas comme moi. Mais oui. Donc du coup, ça rouvre une possibilité d'écoute vraiment différente, quoi, qui permet de s'affranchir un peu aussi de nos représentations qui sont extrêmement. C'était Platon qui disait les grands vieillards, ils sont comme des immigrés dans le temps. Ah oui, c'est bon. C'est pas mal comme formule. C'est bon. Ça rend compte de quelque chose. Ils sont immergés dans une culture qui n'est pas la leur. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Et peut-être, moi, je voulais vous poser une question de la part de Georges Jovelet, qui est un psychiatre qui travaille, il est maintenant à la retraite, mais il travaille dans les EHPAD et il travaillait à Prémontré, une équipe de gérontopsie. Et lui, il nous disait, quand il est intervenu ici, qu'il y avait très très peu de papiers sur sur les patients psychotiques schizophrènes à partir de 65 ans, qu'en général ils vivaient jusqu'à 67 ans. Et donc la limite c'était 60 ans, alors qu'aux États-Unis je crois c'est plutôt 55 ans la limite, et qu'il y a très peu d'études, ni d'épidémiologie, parce qu'il y a énormément, je crois en France, il y a 35 000 patients psychotiques qui sont dans les maisons de retraite. Il y en a... c'est ça. Et bon, on n'en parle pas du tout, quoi. Hein. Donc ils sont, ils sont planqués, oubliés, peut-être un peu moins maintenant dans les maisons de retraite, en sachant que il y a 30% de maisons de retraite qui ne veulent pas prendre de patients psychotiques. Donc lui, il se demandait si vous aviez trouvé... Non, c'est une très bonne... c'est ça, il disait que lui, il travaille beaucoup là-dessus, Georges Jovelet. Il a écrit un bouquin qui s'appelle « Ces psychotiques qui vieillissent » et c'est très très intéressant, il cherche là-dessus. Donc oui, il a trouvé, je sais pas, 1% de papier là-dessus, sur les publications, c'est rien du tout, quoi. Même si les Américains, il y a Cohen qui est quand même le pape du schizophrène âgé, qui a sorti un bouquin, les Américains, ils sortent des textbooks un petit peu vieux maintenant, sur la schizophrénie âgée. Voilà. Moi j'avais une question plus clinique sur les dépressions. C'est vrai que c'est le gros morceau de la psychiatrie du sujet âgé, et qu'on a créé le concept de dépression masquée, qui est un truc très purement du sujet âgé, où on va dire que une anxiété pure quasiment peut être une dépression, qu'un trouble délirant peut être une dépression, qu'un hypochondriaque ou quelqu'un qui va aller faire 15 fois, un hypochondriaque qui va faire 15 fois un scanner peut être une dépression, et que si on a une stratégie thérapeutique par antidépresseur, les symptômes s'atténuent, on le partage tous, nous, dans notre quotidien, et ça, c'est pas des données qui sont très intégrées dans le concept de dépression, dans les études, tout ça. Mais non, on en revient au problème tautologique du DSM. Ça, c'est pas dans le DSM, par exemple. Ben non. Mais on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, est-ce qu'un diagnostic c'est un syndrome, et du coup ce qui n'est pas le syndrome n'est pas le diagnostic, ou est-ce que le syndrome est là pour nous étayer dans le diagnostic, mais que le corps du diagnostic est une espèce d'entité globale avec une psychopathologie, une physiopathologie, une atmosphère, un syndrome, et que du coup, on travaille avec tout ça et à un moment donné, on donne un diagnostic. Je pense que ce dernier point, c'est très français. Oui, c'est comme la PHC. Absolument, oui. C'est très français, mais il faut comprendre que pour les Américains, c'est plus compliqué
à cause des assurances et des avocats. C'est qu'ils sont obligés, quand ils font un diagnostic, ils sont obligés de justifier extrêmement précisément le diagnostic. Du coup, c'est de très bons sémiologistes et du coup, ils doivent noter. Et du coup, le diagnostic devient opposable. Je dis qu'il l'est parce qu'il y avait ça, tel jour. Et voilà. Et c'est conforme à ça. Donc, il peut être pris en charge. Donc, si ça se passe mal, au moins j'aurai tout fait. Et c'est amusant parce que c'est avec les collègues psychothérapeutes américains qu'on peut discuter d'autres choses. Ouais. Et chez eux, il y a vraiment le psychiatre qui est psychiatre et le psychiatre qui a une petite pratique de psychothérapie. Et là, on peut dire oui, mais alors, etc., etc. Et on se comprend à ce moment-là. Effectivement, on parle de la même chose. Les autres ont une vision. Au Canada, c'est pareil. Au Canada, c'est pareil. On va en plus alors. Donc, merci beaucoup. Merci à vous, avec plaisir.